On va entrer, si vous le voulez bien, directement dans le vif du sujet par la contextualisation de ce qui nous rassemble ce matin avec Jean-Christophe Vizier. Jean-Christophe Vizier, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la prospective bâtiment à la fois au CSTB, au Centre scientifique et technique du bâtiment, et à l'ADEME. Le CSTB et l'ADEME qui ont en 2019 initié une démarche de prospective visant à aider les acteurs de la filière construction à anticiper les mutations à venir. Vous êtes à l'initiative de cette démarche et vous allez nous la présenter. Je vous laisse 15 minutes. Merci beaucoup. C'est à vous. Donc, je vais vous présenter cette démarche qu'on a appelée « Imaginons ensemble les bâtiments de demain ». On a voulu faire une prospective à la fois sur les bâtiments tels qu'on les construit ou qu'on les rénove, mais aussi sur l'immobilier, c'est-à-dire les bâtiments tels qu'on les utilise. Alors, on s'est lancé dans un travail de prospective. Un travail de prospective, l'objectif n'est surtout pas de prévoir l'avenir. L'avenir, il ne se prévoit pas, il se prépare. Mais la prospective permet de se projeter dans des avenirs différents et ensemble d'imaginer ce qui pourrait amener à ces différents avenirs. Alors, comment avons-nous travaillé ? Première idée, on a travaillé, c'est bien l'idée de travailler ensemble avec un ensemble de partenaires qui viennent de toute la filière du bâtiment et de l'immobilier, des marchands de matériaux, des constructeurs, des énergéticiens, des industriels. Et puis, on a fait travailler un groupe d'une quinzaine de personnes avec des gens très variés, des architectes, des ingénieurs, des économistes, des sociologues, des spécialistes de santé au travail, Marc Malenfer qui est là autour de la table, pour se projeter dans ces avenirs possibles du bâtiment et de l'immobilier. On a fait ça en 3 étapes. La première étape, ça a consisté à se dire, mais sur ces bâtiments, quels sont les facteurs clés qui pourraient faire que le bâtiment et l'immobilier évoluent dans tel sens ou dans tel autre. Et on a identifié 22 facteurs clés que je vais vous présenter juste après. Dans la deuxième étape, on a analysé chacun de ces facteurs clés. Par exemple, la démographie ou les matériaux de construction, en se posant la question, qu'est-ce qui s'est passé dans les 30 dernières années et comment cela pourrait évoluer au cours des 30 prochaines années. Ça nous a conduit à une boîte à outils où on a 22 facteurs avec une analyse de la manière dont ils pourraient évoluer et avec différentes hypothèses. À partir de cette boîte à outils, sur laquelle on reviendra, on a exploré des scénarios possibles et on a identifié 4 scénarios. On aurait pu en faire beaucoup plus, il y en a des milliards de possibles. L'enjeu n'était pas de trouver exactement ce qui allait se passer, mais par contre, de présenter la diversité de ce qui pourrait apparaître. Alors, rentrons dans le concret. Quand on regarde ces facteurs clés qui peuvent agir sur le bâtiment et l'immobilier, il y a 4 gros paquets de facteurs clés. Le premier paquet, c'est le contexte. Le contexte, c'est des choses sur lesquelles qui vont avoir un impact fort, potentiellement, sur le bâtiment et l'immobilier, mais sur lequel le bâtiment et l'immobilier n'agissent pas. C'est typiquement la démographie. Combien serons-nous ? Comment nous répartirons-nous sur le territoire ? Où est-ce qu'on va choisir de travailler, d'habiter ? Quelle sera la place du numérique ? Quelles seront les ressources des ménages ? On en parle beaucoup ces temps-ci, mais aussi quels sont les risques systémiques. On a commencé cette étude au début du Covid. On n'avait pas vu ce qui s'est passé en Ukraine à ce moment-là. Deuxième paquet de facteurs, la demande. Ça, c'est toutes les questions qui sont liées beaucoup aux utilisateurs de ces bâtiments. Comment est-ce qu'on va on va avoir envie d'occuper les logements ? Comment on va avoir envie d'occuper les bâtiments non résidentiels ? Comment on va financer ça ? Comment on va pouvoir le faire ? Est-ce qu'on aura envie d'être propriétaire ou pas ? Et puis, qu'est-ce qu'on souhaitera avoir entre le bâtiment et ce qu'il y a autour, les réseaux auxquels il est relié ? Troisième paquet, c'est l'offre. Et l'offre, là, on va être beaucoup plus près des questions de conditions de travail, puisque c'est la filière de construction, de rénovation, d'exploitation des bâtiments, avec des sujets comme la main-d'œuvre du bâtiment, les matériaux, les produits et les équipements qui sont utilisés,
la filière, l'organisation globale de la filière. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va plutôt avoir tendance à construire du neuf ou à rénover? Quelles seront les qualités qu'on cherchera à avoir sur ces bâtiments? Et puis, quels services immobiliers vont se développer? Et puis, dernier point, c'est les politiques. Parce qu'on sait que les politiques ont un poids important sur l'évolution du bâtiment et de l'immobilier, à la fois la gouvernance politique générale. Est-ce que les décisions sont prises au niveau de l'État? Est-ce qu'elles sont prises plus au niveau local? Les politiques environnementales, dont on sait qu'elles ont un impact fort sur la manière dont bouge le bâtiment aujourd'hui. On le voit par exemple avec la RE 2020 qui se met en place, ou avec le diagnostic. Les politiques du logement, comment faire pour que tout le monde puisse se loger. Les politiques de l'urbanisme, notamment comment va-t-on utiliser les sols, qui sont une des matières essentielles lorsqu'on veut construire des bâtiments. Et puis dernièrement, les politiques techniques. Alors, quand on a analysé ces 22 facteurs et qu'on a regardé pour chacun comment il pourrait évoluer, ça nous a amené pour chaque facteur à 3 ou 4 scénarios possibles d'évolution. Si on prend la démographie, l'histoire ne se raconte pas du tout de la même manière, suivant qu'on a ce qui est un peu la tendance que nous prédit l'INSEE comme la plus probable, une stabilisation de la population vers les années 2050, ou une stabilisation qui se ferait beaucoup plus rapidement d'ici 2030, ce qui demanderait des besoins de construction plus faibles, ou au contraire, du fait notamment d'une immigration qui reprendrait, ou d'une natalité qui reprendrait, une démographie qui continuerait à être relativement forte. Donc, pour chacun des facteurs, on a identifié 3 ou 4 manières différentes d'évoluer. Typiquement, est-ce que sur la main-d'œuvre du bâtiment, on aura plutôt un secteur du bâtiment qui deviendra attractif, ou est-ce qu'on trouvera dans le bâtiment ce qu'on voit ces temps-ci dans l'hôtellerie qui ne réussit plus à attirer des gens pour faire la saison d'été, ou est-ce qu'on aura éventuellement une filière avec certains métiers très attractifs, très techniques, très attractifs, et d'autres métiers qui le seraient beaucoup moins. Donc, on a fait ce travail pour ces 22 facteurs que vous voyez à l'écran. Et dans les travaux sur les enjeux de santé au travail, cette boîte à outils, puisque c'est une boîte à outils qu'on a construite, le groupe de travail a choisi d'en retenir 7 qui ont été utilisés pour définir les scénarios en termes d'enjeux de santé et de sécurité au travail. Mais les intervenants suivants en reparleront beaucoup plus que moi. Alors, venons-en maintenant aux scénarios. Ces scénarios qui décrivent un peu ce que pourrait être le monde du bâtiment demain. Alors, on a établi 4 scénarios, puis après on a essayé de trouver une manière de les présenter, et on les présente à partir de 4 questions. Première question, quelles seront les ressources disponibles? Et les ressources disponibles en matière de bâtiment, elles sont de divers ordres. C'est certes des matériaux, mais c'est aussi des ressources humaines. Il faut des gens pour construire, il faut de l'argent, il faut du terrain, et puis il faut aussi que les acteurs fonctionnent entre eux, et notamment les politiques peuvent aider à ce que le fonctionnement soit cohérent entre tout le monde. Premier scénario, c'est celui du bas qu'on a appelé pénurie. C'est un scénario dans lequel une ou plusieurs des ressources manquent. Dans ce scénario, on a des difficultés grandissantes de la société à gérer un cumul de crises. Ça se traduit par des blocages dans le secteur de la construction, de la rénovation, ce qui rend très difficile la réponse aux enjeux concrets, qui soient à la fois des enjeux de loger tout le monde, à des coûts qui soient raisonnables, de répondre aux enjeux environnementaux. Et donc, on a un secteur qui est en grande partie bloqué et dans lequel on va trouver à la fois des gens qui s'en sortent pas mal, mais aussi des gens qui souffrent beaucoup et dont la qualité des bâtiments diminue fortement.
avec une société très duale dans cette situation de crise, ce qui n'exclut pas que certains territoires réussissent à trouver des nouvelles solidarités dans les crises. On sait que les périodes de crise peuvent aussi être des périodes de renouvellement. C'est donc ce premier scénario. Le deuxième scénario, c'est un scénario où on dispose des ressources. La question qui se pose, c'est à quelle vitesse les acteurs vont-ils évoluer? On a la conviction qu'on est aujourd'hui dans une période d'accélération avec des mutations importantes. Une mutation démographique avec un vieillissement important de la population qui est devant nous. On va avoir quasiment un doublement des plus de 75 ans. Une transition environnementale qu'il faut gérer et une transition numérique. Alors, dans ce scénario qu'on a appelé difficile de tout faire, les acteurs prennent conscience qu'il faut bouger. L'État donne des objectifs très ambitieux, notamment en matière de progression sur le plan environnemental. Mais en fait, on ne réussit pas à tout faire à la fois. La filière, les acteurs, les aides de l'État, globalement, ça ne fonctionne pas suffisamment vite pour être capable de s'adapter aux défis qui sont devant nous. Certes, la filière bouge, mais en 2050, on s'aperçoit que les objectifs qui avaient été fixés pour 2050, ils seront atteints peut-être en 2070 ou 2080. Alors ça se traduit sur les bâtiments par à la fois une partie de bâtiments qui sont bien rénovés, qui correspondent à ces critères, les logements sociaux, les logements de grandes foncières où il y avait des moyens importants, et puis une part importante qui, elle, n'a pas réussi à suivre ce rythme rapide. Et donc, il a été difficile de tout faire à la fois. On a ensuite deux autres scénarios sur lesquels les acteurs évoluent fortement. Alors, le premier de ces scénarios, c'est le scénario qu'on appelle rééquilibrage. Et dans ce scénario, on a une succession de crises qui amènent à un rééquilibrage territorial. C'est-à-dire que la démarche qu'on a eue au cours des 30 dernières années, qui était plutôt vers une métropolisation, avec les métropoles qui se développaient fortement, parfois au détriment de leur hinterland, est remise en cause. Et on va avoir une répartition plus régulière sur le territoire, avec un retour du local de manière plus forte. Ça se traduit sur le plan du bâtiment par la possibilité d'aller réutiliser un grand nombre de bâtiments qui sont peu utilisés pour l'instant, vacants sur les différents territoires, et un scénario dans lequel on a beaucoup de rénovation et qui se fait au plus près du terrain avec des artisans extrêmement présents pour faire cette rénovation sur tout le territoire. Dernière forme, toujours une forme où on a une évolution rapide, mais on a appelé celle-là bâtiment comme un service. On est ici dans un schéma où les métropoles continuent à être un lieu très attirant et où on a une concentration sur ces territoires très attirants. Et en même temps, on veut répondre aux enjeux écologiques, donc rénover les bâtiments ou avoir des bâtiments très efficaces et ne plus artificialiser les sols. Comment ça va se faire? Très clairement, le sujet, c'est la variable difficile, c'est la surface. Et donc, on va devoir accepter de passer à un mode différent où, plutôt que d'être propriétaire d'un bâtiment qu'on utilise une partie du temps, mais qui une grande partie du temps ne l'est pas, passer à un système où le bâtiment devient beaucoup plus un service. Typiquement, les familles qui, à un moment, ont des enfants et ont besoin d'une surface plus importante pour leurs enfants vont accepter à ce moment-là de louer des locaux adaptés à ça. Mais quand les enfants vont partir, elles iront dans des bâtiments qui seront plus adaptés à leurs besoins de l'époque. On a là une société plus de services dans lesquelles on va redensifier un certain nombre de zones qui sont aujourd'hui peu denses, notamment dans les zones périurbaines. Et on a pu appeler ça le haussmannien des banlieues, c'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à démolir pour reconstruire et pour ce faire, utiliser des méthodes modernes,
très industriels qui vont permettre de construire vite, bien, mais avec une main-d'œuvre qui sera probablement beaucoup moins nombreuse. On a ici, dans bâtiment comme un service, une approche avec beaucoup de capital, peut-être moins de main-d'œuvre, alors que dans rééquilibrage, on a finalement moins de capital mis dans le système de production des entreprises, mais par contre, une part de main-d'œuvre plus importante. Alors, ces 4 scénarios, ils ont été établis en regardant à la fois ce contexte, cette offre, cette demande et les politiques. Quand on a travaillé sur les enjeux en santé et sécurité du travail, il s'est avéré qu'il fallait peut-être décliner des scénarios un petit peu différemment, puisqu'on s'intéressait plus au système de production qu'à la demande. Et ça a donc conduit à transformer ces 4 scénarios en des scénarios qui sont mis plus à droite, qui sont ceux qui ont été utilisés pour la santé, sécurité au travail. Difficile de tout faire à garder son nom, difficile de tout faire, parce que ça exprimait bien cet enjeu aussi pour les entreprises qui ne réussissaient pas à tout faire à la fois. Rééquilibrage, c'est appelé les compagnons du durable, pour mettre en avant l'idée qu'on a ici un secteur du bâtiment qui devient un secteur attirant par rapport à d'autres secteurs qui sont en crise. L'idée que les métiers du bâtiment ont du sens et que dans les petites entreprises ou les PME qui sont sur le territoire, ça a du sens, ça amène à cette idée de compagnon du durable. Entre pénurie et bâtiment comme un service, on a 2 scénarios, vous voyez, on les a présentés entre bleu et rouge, qui peuvent être des mix entre ces deux-là. L'un qui s'appelle les bâtiments plateformisés et l'autre qui s'appelle industrialisation et économie circulaire. Voilà, je vous ai présenté à la fois ce travail qu'on a fait CSTB et ADEME, dont vous pouvez retrouver tous les résultats, tout étant libre, sur un site qui s'appelle www.batimentdemain.fr. Merci beaucoup Jean-Christophe Vizier. D'ailleurs, ce document, vous le trouvez également, je suis en train de regarder mes petits onglets, dans l'onglet ressources qui est sur votre droite, juste à côté de chat. Vous utilisez chat pour poser des questions. Alors, je ne vous demande pas de lire dans le bar de café, mais est-ce qu'un de ces scénarios est plus probable que les 3 autres? Alors, on a posé cette question-là, on a fait des sondages auprès des acteurs, on a présenté déjà ça à plusieurs milliers de personnes maintenant, on a fait des sondages, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la vision de ce qui est le plus probable dépend d'un groupe à l'autre et varie au cours du temps. Beaucoup de gens nous disaient difficile de tout faire et quand même assez probable, mais ces temps-ci, avec les événements en Ukraine, etc., on constate que pénurie monte, mais quand on a fait des présentations en région, par exemple, on a vu des acteurs régionaux nous dire « nous, on croit beaucoup à rééquilibrage ». Et récemment, on a fait des présentations plutôt autour d'acteurs industriels qui nous disent « nous, on croit à bâtiment comme un service ». Donc, ce qui est important, c'est de voir que dans la filière, suivant l'endroit où on a des visions différentes de ce qui est, probable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a aussi posé la question aux gens, qu'est-ce qui est souhaitable? Ah oui. Et on constate qu'il y a souvent une différence entre ce qui apparaît comme probable et ce qui apparaît comme souhaitable. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut que les acteurs se prennent en main pour qu'on aille plutôt vers ce que collectivement on jugera comme plus souhaitable, plutôt que de se laisser entraîner vers ce qui serait le plus probable, mais pas forcément le plus souhaitable. Ah, c'est une réponse philosophique, mais qui me convient très bien. Et vous vous faites votre propre idée en regardant un petit peu plus avant ce document donc, qui est à votre disposition.